Bonjour à tous, j'espère que vous êtes au taquet pour tout ce qui est théorie scientifique, physique quantique et philosophie, car l'œuvre que je vais vous présenter aujourd'hui, sous couvert de raisonnement scientifique, va parler de thèmes forts et sensibles comme le harcèlement scolaire, la peur de l'avenir ou le refus du rejet. Certains l'auront peut-être deviné, surtout qu'un nouveau film est sorti le 25 et 26 mai dans certaines salles. Ce 85e point culture va parler de la saga Rascal Does Not Dream, et le moins que l'on puisse dire c'est que j'ai adoré cette découverte. À titre d'information, j'ai d'abord vu l'anime, puis les films, et seulement après j'ai lu les mangas, mais j'y reviendrai plus tard dans la vidéo. Pour comprendre cette saga, je dois d'abord vous parler d'un phénomène propre à l'œuvre, appelé le syndrome de la puberté. Ce phénomène, mystérieux et difficilement explicable, serait lié au fait que la puberté apporte son lot de changements, notamment au niveau des hormones, et que ces changements, selon certaines conditions, seraient suffisants pour créer des paradoxes. L'histoire va suivre le quotidien de Sakuta Azusagawa, un lycéen en première qui va faire la rencontre de l'actrice Mai Sakurajima, une ancienne enfant star de la télévision qui a arrêté sa carrière il y a quelques années et qui est en terminale dans le même lycée. Cependant, cette rencontre va être un peu particulière. En effet, Sakuta verra, alors qu'il est à la bibliothèque, Mai vêtue d'un costume de bunny girl. Mais la chose la plus marquante, ce n'est pas que Sakuta arrive à voir Mai, c'est qu'il soit le seul à la voir. En effet, toutes les autres personnes présentes dans la bibliothèque semblent en être incapables. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle elle est habillée en bunny girl. Elle cherche à trouver quelqu'un qui peut la voir, et elle se dit qu'en se promenant de cette tenue, elle va forcément, de par la réaction des gens, remarquer si quelqu'un la voit. Sakuta va donc enquêter sur ce mystère qu'il pense lié au syndrome de la puberté, lui-même ayant été impacté par ce syndrome, et en garde des séquelles sous la forme de 3 grosses marques de griffes sur son torse. Et la raison de ce phénomène, c'est le souhait de Mai, ancienne actrice star donc très connue, de devenir invisible aux yeux des gens. Sauf que c'est en train de devenir la réalité. Et sans en dévoiler plus sur cette enquête, ce phénomène se base sur le chat de Schrödinger. Petit rappel, l'expérience du chat de Schrödinger consiste à mettre dans une boîte un chat, un composant radioactif et un gaz mortel. Le composant radioactif a toutes les X minutes une chance de se désintégrer. Et lorsqu'il se désintègre, un capteur libère le gaz qui tue le chat. Sans ouvrir la boîte, il est impossible avec certitude de définir l'état du chat, c'est-à-dire s'il est vivant ou mort. Il est donc, et ce tant qu'on ne l'a pas observé en ouvrant la boîte, à la fois mort et à la fois vivant. Et c'est le fait de regarder qui va influer sur le résultat de l'expérience. J'avais dit que ça parlait de physique quantique et qu'il fallait être au taquet, encore que l'expérience du chat de Schrödinger est une des expériences, si ce n'est l'expérience de physique quantique la plus connue. La deuxième intrigue va faire intervenir cette fois-ci des boucles temporelles dans un concept plus philosophique, avec le phénomène du démon de la place. Si on prend pour principe que l'univers est défini par la position et le mouvement des atomes, quelqu'un qui connaîtrait à chaque instant le mouvement de ces derniers serait capable de modifier le passé comme le futur. Pourquoi un démon ? Car aucun être, si ce n'est un démon, n'aurait la capacité de traiter une telle quantité d'informations à chaque instant. Et c'est ce qui va arriver à Sakuta, qui va se retrouver bloqué dans une boucle temporelle, où lui seul revit la même journée. Par chance, il pourra compter sur Futaba Ryo, son ami du club de sciences et qui le guide et le conseille sur chaque syndrome de la puberté, et qui apporte les explications et théories scientifiques au phénomène. Cette dernière lui indique que si on se réfère au démon de la place, la personne qui modifie le temps pour faire revivre la même journée est la seule personne qui, Sakuta exclut, agit différemment à chaque nouveau tour de boucle. Sakuta va donc devoir trouver cette personne, trouver la raison pour laquelle elle continue cette boucle infinie, et trouver une solution pour qu'elle n'ait plus envie de revivre la même journée. Vous commencez à comprendre le principe, on va suivre tout au long de la saga une série d'intrigues, toutes liées à un syndrome de la puberté, et on aura Sakuta et son entourage en fil rouge pour permettre de les élucider. Pour la parution, c'est un peu particulier. La saga Rascal Does Not Dream est à la base un light novel scénarisé par Kamoshida Hajime et illustré par Mizoguchi Keiji. C'est toujours en cours et pour l'instant on est à 13 tomes sortis entre le 10 avril 2014 et le 7 juillet 2023. Pour les 5 premiers tomes, chaque tome correspond à une intrigue. Et ces 5 intrigues sont celles dépeintes dans l'anime Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai. C'est un anime de 13 épisodes réalisé par le studio Cloverworks, sorti lors de la saison des animés d'automne 2018, entre le 3 octobre et le 26 décembre. C'était disponible sur Wakanim et maintenant sur Crunchyroll, et cette précision a une importance pour la suite. Chacune de ces intrigues, qui correspond en réalité à des arcs, a son adaptation en manga. Nous avons donc le premier arc, qui a été adapté sous le nom de Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai, prépublié dans le magazine Dengeki's G's Comics de l'éditeur ASCII Media Works, est paru au Japon entre le 8 octobre 2016 et le 10 octobre 2018. En France, c'est l'éditeur Ototo qui a adapté cet arc entre le 6 mars 2020 et le 5 juin 2020.
Pour cet arc, je trouve que l'adaptation en manga peine à nous faire ressentir l'intensité de sa résolution et aurait peut-être mérité un demi-tome ou à minima 1 à 2 chapitres supplémentaires pour donner autant d'émotions que l'animé. À la fin du deuxième tome, j'avais du mal à imaginer qu'ils arrivent à tout caser sans aucune coupe, mais ils ont réussi au prix d'une fin accélérée qui ne laisse pas autant transpirer les émotions et les états d'esprit des personnages. Ensuite, le deuxième arc, Rascal Does Not Dream of Little Devil Kohai, est paru au Japon entre le 10 octobre 2018 et le 10 décembre 2018. En France, c'est entre le 19 juin 2020 et le 29 janvier 2021. Pour cet arc, je n'ai pas eu le problème de l'adaptation en manga que j'avais eu pour le premier. En même temps, il devait expliquer tout le concept du syndrome de la puberté et le passif des différents personnages. Puis le troisième arc, Rascal Does Not Dream of Logical Witch, prépublié cette fois-ci dans Comic Walker, est paru au Japon entre le 26 décembre 2020 et le 27 juillet 2022. En France, c'est entre le 20 octobre 2023 et le 26 janvier 2024. Pour moi, cet arc symbolise le problème de l'adaptation par arc du manga. Dans l'anime et sans doute le light novel, les premiers éléments des arcs suivants sont disséminés, de manière à avoir une continuité logique, un fil rouge, et pas juste une série d'enquêtes. Mais vu que chaque arc en manga se veut autant compréhensible en tant qu'arc de la saga Rascal Does Not Dream qu'en tant qu'histoire qui se suffit à elle-même, il y a pas mal de flashbacks et de redites pour que les nouveaux lecteurs puissent avoir la majorité des clés en main pour comprendre. Pour les arcs suivants, à savoir Rascal Does Not Dream of a Siscon Idol, la prépublication a commencé en 2023, mais aucun tome n'est encore paru. Concernant Rascal Does Not Dream of a Sister Home Alone, la prépublication a également commencé en 2023 et est encore en cours. Pour l'instant, seulement un tome est sorti au Japon le 10 novembre 2023. Ensuite, nous avons eu le film d'animation Rascal Does Not Dream of a Dreaming Girl, qui adapte les tomes 6 et 7 du light novel. Il est sorti au Japon le 15 juin 2019 et en France le 30 juillet 2019. Et on peut dire qu'on n'a pas vraiment attendu. Mais maintenant, on va parler des choses qui fâchent. Pas concernant ce film, mais sa distribution. Le film a été distribué, puis ensuite diffusé par Wakanim à partir du 27 novembre 2019. Depuis le rachat de Wakanim par Crunchyroll, ce film fait partie des licences qui ont tout simplement disparu du catalogue. Et il est actuellement introuvable, que ce soit en streaming ou à l'achat légal, sans passer par l'import à des prix allant de 80 à 120 $, et bien sûr sans sous-titres français. Et la seule version qu'ils vendent sur leur nouveau store en Europe, c'est une version allemande à 32 balles, frais de port inclus, et du peu qu'on peut voir, c'est uniquement en allemand et en japonais sur le disque. Il n'y a même pas de sous-titres anglais, alors plutôt crevé. Je ne peux évidemment pas vous recommander le druidisme, mais à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. L'adaptation en manga de ce film a également commencé sa prépublication en 2023, mais 2 tomes pour l'instant sont sortis entre le 10 octobre 2023 et le 8 mars 2024. Si on garde la même logique, étant donné que cet arc tient sur 2 tomes de light novel, ça devrait se terminer en 4 tomes. Et pour finir, nous avons les 2 films Rascal Does Not Dream of a Sister Venturing Out et Rascal Does Not Dream of a Knapsack Kid, sortis au Japon respectivement les 23 juin et 1er décembre 2023. Films qui adaptent quant à eux le tome 8 pour le premier et le tome 9 pour le deuxième. Pour le moment, ils n'ont pas d'adaptation en manga. Chez nous, ils sont sortis sous le titre Rascal Does Not Dream Double Feature, uniquement les 25 et 26 mai 2024, et qui consiste à regrouper les 2 films en un seul. Du coup, nous n'avons pas eu 2 films d'1h13, mais un seul film de 2h26. Et au prix de la séance et le nombre de salles où était projeté le film, ce n'est pas plus mal, même si le film le vaut largement. Et à la fin du deuxième film, nous avons eu un teaser pour annoncer la production du prochain arc de la saga. Par contre, les visuels affichés font peur, on n'est plus du tout sur le même style graphique 2D, on est sur de la 3D moche, voire faite par IA. C'est pas tellement le gros plan sur Mai qui m'a perturbé, qui est dans un style graphique plus proche des illustrations du light novel, mais celui où elle est devant l'université. Je vous mets un lien dans la description vers le teaser vidéo pour vous faire votre propre avis. Personnellement, j'espère qu'ils vont garder le style actuel et que ce changement n'était que pour le teaser. Et une chose est à noter concernant ces adaptations en manga, c'est à chaque fois un mangaka différent qui est au dessin. Je ne sais pas si c'est par volonté artistique ou pour faciliter les parutions, vu que du coup ils peuvent travailler sur plusieurs arcs en même temps. Toujours est-il que, bien que l'adaptation en manga ait pris son temps à démarrer, le premier arc en 2 tomes ayant pris, en comptant la prépublication, 3 à 4 ans pour voir son deuxième et dernier tome sortir une semaine après le début de l'anime, a depuis une publication bien plus soutenue, potentiellement grâce à la multiplication des mangaka. Avec tout ça, je vous ai parlé du scénario,
de l'anime, des films et de l'adaptation en manga, mais je ne vous ai pas encore donné mon avis sur cette saga. C'est une romance lycéenne saupoudrée de surnaturel, de mystère, de comédie et de drame. Elle utilise des concepts scientifiques ou philosophiques, comme le chat de Schrödinger ou le démon de la place dont j'ai parlé plus tôt, mais également d'intrication quantique, de téléportation quantique, de théorie des cordes ou de multivers. Mais chacun de ces concepts, insérés par le syndrome de la puberté, permet en réalité de mettre en avant des problèmes, des complexes ou des situations fortes, et permet de les amplifier. Et il y a une raison pour laquelle Mai ne voulait plus que personne ne la voie, et c'est la même chose pour chaque intrigue. Si ces événements surnaturels sont là pour amplifier les conséquences, les causes, elles, sont bien réelles et sont ancrées de manière réaliste. Le cyberharcèlement scolaire, se percevoir de façon négative, la jalousie familiale, etc. Si on enlevait les éléments surnaturels, le sous-texte ne changerait pas, ce qui est la preuve d'une écriture parfaitement maîtrisée. Et ça, c'était juste pour les intrigues présentes dans l'anime. Le film, Rascal Does Not Dream of a Dreaming Girl, il est juste parfait. Il faut absolument voir l'anime avant, car c'est la suite directe et on connaît déjà les protagonistes et les épreuves qu'ils ont traversées. Surtout que le personnage central ici est un personnage secondaire récurrent et qui est entouré de mystères pendant l'anime. C'est simple, ce film dure 1h32 et à partir de la deuxième moitié du film, on chiale en permanence telles les chutes du Niagara. Le drame est à son paroxysme et à chaque événement, on est aussi bouche bée que les personnages, et avec un événement que je n'avais pas vu venir et qui a ouvert les vannes à fond. Pour les deux films qui viennent de sortir, personnellement, j'ai trouvé que A Rascal Does Not Dream of a Sister Venturing Out prend un peu trop son temps à démarrer son intrigue. Mais en même temps, elle reprend une des intrigues fil rouge de la saga, à savoir la sœur de Sakuta, Kaede, et qui était le point culminant de l'anime. Par contre, pour Rascal Does Not Dream of a Knapsack Kid, je n'ai pas ce reproche à lui faire. Si je veux être tatillon, à la fin on reste avec une zone de mystère, mais potentiellement parce qu'on en saura plus dans les prochains arcs, donc je ne lui en tiens pas rigueur. Même si ces films étaient très bons, ils ne m'ont pas fait ressentir autant d'émotions que Rascal Does Not Dream of a Dreaming Girl, et c'est peut-être lié au contexte dans lequel j'ai découvert cette saga. J'avais déjà entendu le nom de Rascal Does Not Dream, et aussi sans doute l'image de Mai en costume de Bunny Girl, qui est iconique, mais sans plus, et je n'avais pas plus l'intention que ça de découvrir cette œuvre. Et j'avais acheté l'adaptation en manga de Rascal Does Not Dream of a Logical Witch à leur sortie, mais je n'avais pas pris la peine de les lire. Et je les avais pris parce que c'était une série courte dont le nom me disait quelque chose. Mais il y a eu la sortie de Rascal Does Not Dream de Belle Feature, et à chaque fois qu'un animé sort au cinéma, j'essaye d'aller le voir pour soutenir cette initiative. Sauf qu'avant ça, j'étais allé voir le film Mobile Suit Gundam Seed Freedom au cinéma, sans jamais avoir vu un seul Gundam. Et comment dire, fallait pas aller voir le film avec la migraine, vu la quantité d'informations à encaisser, analyser et comprendre. Donc j'ai regardé ce que je devais faire avant d'aller voir le film, et c'est ainsi qu'1h30 avant d'aller voir le film au cinéma, j'avais terminé de regarder les 13 épisodes de l'anime ainsi que le précédent film, et ce, sans rien savoir de cette saga. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que je me suis pris claque sur claque avec le premier film en apothéose. Ça fait du bien de voir une romance lycéenne traitée intelligemment, et dont la romance n'est pas le point central, mais quelque chose qui découle naturellement des événements que vivent les personnages. C'est l'heure de la note, et je vais lui attribuer la note de Syndrome de la puberté sur 20. Si certains sont rebutés par la tenue de Mai en Bunny Girl, qui est assez connue et qui est même l'affiche de l'anime, il ne faut pas du tout s'arrêter à ça, ce serait se priver d'une œuvre très bien écrite, et qui ne fait pas du tout dans le fanservice, contrairement à ce qu'on pourrait le penser. Et pour vous dire, j'ai tellement adoré cette saga après avoir vu l'anime et les 3 films, que j'ai commandé l'adaptation en manga des premiers arcs pour pouvoir faire la comparaison et voir si certains points seraient expliqués différemment, notamment au sujet des syndromes de la puberté. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu et vous aura donné envie de vous plonger dans l'œuvre, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!